Tzvi Mazel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité après le dernier développement diplomatique important qui sont en train de se produire ces dernières heures à l'ONU avec la décision des Palestiniens, apparemment donc une décision plus ou moins confirmée, de retirer leur demande de résolution anti-américaine qui s'opposait au plan de paix de Donald Trump, oui. Alors qu'ils avaient l'intention de déposer cette résolution devant le Conseil de sécurité de l'ONU qui doit débattre justement aujourd'hui de ce plan de paix. Comment vous expliquez bien ce revers? Est-ce que l'on peut parler même de camouflet pour les Palestiniens sur le plan diplomatique? Écoutez, probablement, il croyait qu'il pouvait mobiliser pratiquement, pas pratiquement, mais tous les membres du Conseil de sécurité, sauf les États-Unis, qui allaient mettre leur veto, il n'y a pas de doute. Mais depuis 2-3 jours, il paraît qu'ils peuvent pas avoir les 14 voix qu'ils voulaient, parce que dans le Conseil de sécurité, il y a 15 membres, 5 permanents et 10 non permanents, et ils voulaient que tout le monde soit, sauf l'Amérique, soit avec eux, mais ça marche pas. Ils savaient que tout ça, c'était une espèce de, comment dirais-je, d'un show, mais ils voulaient montrer au monde entier que l'Amérique était isolée, n'est-ce pas? Oui. Isolée, et puis ils ont mis à la première formule qu'ils ont proposée là-bas au Conseil de sécurité, ils dénonçaient l'Amérique même. Il allait directement contre l'Amérique. Et bien entendu, beaucoup de pays ont se dit c'est impossible d'attaquer comme ça l'Amérique, elle est isolée. Mm-hmm. Alors, les Palestiniens ont compris, ils ont retiré probablement leur résolution. Une partie, ils ont retiré dans un premier temps, ils ont déjà ils ont nuancé leurs propos une première fois et ça n'a apparemment pas suffi. Oui, exactement. Ils ont réparé ça. C'est-à-dire, ils ont changé la formule de telle façon qu'il n'y a pas une attaque directe et frontale contre les États-Unis, mais seulement qu'il faut que n'importe quelle solution doit prendre en considération toutes les autres résolutions des Nations Unies et les droits internationaux, etc., etc. Donc, c'était une façon donc de ne pas attaquer les États-Unis, mais dire que c'est inacceptable le plan Trump. Alors, comment vous expliquez, c'est-à-dire les Palestiniens, ils ont une certaine expérience, on va dire, et même un certain sens de la diplomatie. Comment vous expliquez cette conduite, on va dire, radicale et parfois qui paraît parfois incohérente, c'est-à-dire même si on comprend leur opposition, comment vous expliquez cette démarche qui s'avère être une piètre démarche au niveau diplomatique? Écoutez, dans vos propos, il y a une idée contradictoire. Parce que les Palestiniens sont, en ce qui concerne les conflits israélo-arabes, ils sont extrêmement radicaux, il n'y a pas de doute. Mm-hmm. Ils ont refusé tout ce qui est possible. Tout ce qui est possible, n'est-ce pas, depuis la déclaration Balfour, oui. les plans de partition, etc., etc., etc. Alors, on ne peut pas dire qu'ils ont le sens de la diplomatie. Mm-hmm. Je crois qu'ils sont mus par deux forces extrêmement puissante. D'abord, c'est l'islam qui n'accepte pas un État non musulman dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et d'autre part, le nationalisme arabe. Ce mix-là a donné un refus total. Et jusqu'à récemment, il y a quelques années, tous les pays arabes et musulmans, bien entendu, soutenaient cette façon de voir. Depuis quelques années, il y a un changement puisque l'Iran est devenu un ennemi plus important et qu'Israël, surtout pour les pays du Golfe. Et puis après, pas mal de pays arabes, y compris les pays du Golfe, encore une fois, ils en ont marre des Palestiniens qui refusent, alors que eux, ils ont beaucoup d'autres problèmes politiques, militaires, économiques, etc., etc. Donc il y a un changement radical. Et ils ne veulent pas l'admettre. Les Palestiniens ne veulent pas l'admettre parce que pour l'instant, publiquement, comme on a vu à la Ligue arabe il y a quelques jours, oui. la position arabe n'a pas changé publiquement. Mais sous la table, tous les pays arabes avec lesquels Israël parle disent que c'est inacceptable la conduite des Palestiniens. Alors, ils n'ont pas le sens de la diplomatie. Ils disent non, et ça fait... Moi, je dirais que le problème pour les Arabes en général, Palestiniens en particulier, c'est un problème de civilisation. Je sais que quand on est politiquement correct, on ne veut pas le dire, mais c'est ça le problème. Parce que, écoutez, c'est un conflit qui dure depuis 100 ans. 100 ans, ils disent non à tous
à tous les plans. Donc il faut avoir compris tout ça. Et vous pensez qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas conscience de cet isolement dans lequel ils se trouvent? Et ils ont de la famille. Ils comprennent. Ils savent très, très bien. Mais écoutez, non, ils ont ce sens-là. Ils sont pas idiots, mais ils sont radicaux, ils sont extrémistes. Et puis, ils veulent jouer une certaine comédie pour montrer qu'Israël est isolé. N'est-ce pas? C'était ça le but de cette résolution au Conseil de sécurité. De montrer que l'Amérique est isolée et qu'Israël est isolé. Et Israël, vous savez, on n'a pas toujours le soutien de l'Europe ou certains pays du tiers-monde. Alors, ils veulent continuer d'une façon permanente de montrer qu'Israël est complètement isolé et contre le droit international. Mais je crois que ça commence à changer légèrement. On va voir ces derniers jours. Mais ce qui nous embête, c'est je crois que les rencontres entre Abou Mazen et Olmert. Ça, c'est très embêtant. Absolument. Ouais. Certains disent que peut-être qu'elle n'aura pas lieu, mais enfin, on verra. On va voir aujourd'hui et demain. Effectivement. Oui. Alors, Tzimazel, est-ce que aussi, dans ces changements qui interviennent, il y a aussi, on va dire, le poids des États-Unis et leur pression, leur levier de pression qui semble de plus en plus solide face à l'ONU en tant que telle et face à des pays qui sont membres du Conseil de sécurité, c'est-à-dire que les Américains aujourd'hui ne cachent pas leur aversion envers l'ONU et disent si vous faites des déclarations, on se souvient de ce type de propos de Nikki Haley, si vous n'êtes pas avec nous, ça veut dire que vous êtes contre nous et nous en souviendrons. Ce sont des pressions qui... est-ce qu'effectivement on peut dire que l'administration Trump aujourd'hui exerce des pressions à l'ONU qui sont bien plus fortes que par le passé? Je crois, vous avez parfaitement raison. Écoutez, à un moment donné, vous savez, la presse internationale, les médias étaient contre Trump, mais actuellement, on voit que Trump est un homme assez fort. Il a réparé, il a mis en place l'économie des États-Unis. Mm-hmm. Il fait fi des autres, n'est-ce pas, des Européens, etc. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas isoler l'Amérique parce qu'ils dépendent de l'Amérique. Du point de vue sécuritaire, n'est-ce pas, contre la Russie et contre d'autres dangers. Et vous savez, les budgets des pays européens, de l'Union européenne, c'est 1%, 1,5%. Vous vous rendez compte? Oui. C'est inimaginable. Ils ont laissé leur sécurité dans les États-Unis, ils sont en train de l'attaquer. Alors, à un moment donné, ils ont commencé à comprendre que ça ne peut pas marcher. Puis, économiquement, l'Amérique reste le pays le plus puissant du monde. Maintenant, la Chine, d'ailleurs, retombe en arrière, je ne sais pas combien, à cause du virus Corona, bien entendu. Mais écoutez, il n'y a pas de doute que Trump a montré qu'il est un homme fort, que l'Amérique est extrêmement importante. On ne peut pas comme ça faire rigoler de l'Amérique. Non, ça veut dire, vous en tant que diplomate, parce qu'on a souvent critiqué, on va dire, le peu de diplomatie de Donald Trump et on va dire, finalement, eh bien, cette méthode Trump qui paraît un peu simpliste, elle est diablement efficace. Écoutez, il est vrai que Trump ne parle pas d'une façon intellectuelle. Oui. D'accord, ok, on accepte. Comme Obama savait parler, il n'y a pas de doute. Oui. Lui, c'est un Américain, c'est un businessman qui a fait fortune avec beaucoup de problèmes, mais quand même, il a réussi. Il est devenu président des États-Unis. Ça ne plaît pas aux intellectuels des partis démocrates et les autres, vous savez, à Manhattan, etc. Mais il est là, il tient l'Amérique. L'Amérique va très, très bien. C'est pourquoi il reste toujours, je crois, le premier candidat c'est-à-dire pour les élections présidentielles. Mm-hmm. Pour l'instant, il est le premier, il n'y a pas de doute. Ni les démocrates, ni Bernie, ni Warren, ni les autres. Mm-hmm. Et écoutez, il faut accepter ça. Et c'est très difficile pour le Parti démocrate et pour pas mal de pays européens, mais il est là, l'Amérique est très forte.
Alors, M. Madel, je voudrais aussi vous poser une question. On peut profiter du fait que l'on dialogue ce matin, et de rappeler que vous étiez ambassadeur d'Israël en Égypte, pour vous demander de réagir à une information qui a été rendue publique ce matin sur la visite d'une délégation égyptienne qui est à la fois à Gaza et en Israël pour tenter d'instaurer une trêve, un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël après les regains de tension de ces dernières semaines. Les Égyptiens semblent être de plus en plus actifs et ils ont apparemment fait menacer le Hamas de ne pas s'impliquer. Ils lui ont sommé de ne pas s'impliquer en cas d'escalade de la violence régionale face à Téhéran. Vous pensez que les Égyptiens aujourd'hui ont une opportunité plus particulière, plus forte d'instaurer ce cessez-le-feu dans la région, dans le sud? Ça m'étonnerait parce que l'Égypte est très active dans ce domaine depuis pas mal d'années. Oui. Il n'y a pas de doute, l'Égypte est là, l'Égypte a une frontière avec les Gaza, avec le Hamas, et l'Égypte voudrait voir qu'il y ait la paix et le calme sur cette frontière parce que de leur côté de la frontière, au Sinaï du Nord, ils ont le problème du terrorisme islamique, etc. Mais le fait est que toutes leurs interventions jusqu'à présent n'ont pas réussi que pour peut-être avoir une trêve de quelques mois ou un an ou 2 ans, pas plus que ça. Je crois que ce qui se passe avec le Hamas, que le Hamas est une organisation radicale qui ne peut pas arrêter la lutte contre Israël, puisque son but, c'est de détruire Israël, et ni Israël ni l'Égypte ne veulent pas entrer en guerre frontale avec cette organisation. Ils profitent pour embêter et les Égyptiens et nous. Il faut le dire à un moment donné, parce que c'est pas 3 mois, il y a 3 mois que ça a commencé, cette nouvelle histoire, cette nouvelle crise. Tous les quelques mois ou quelques années, il y a des crises, même des opérations militaires. Le fait est que l'Égypte ne veut pas faire la guerre contre le Hamas, parce qu'ils sont des Palestiniens, parce qu'ils ont autre chose à faire. Nous aussi, on a dit publiquement qu'on ne veut pas occuper Gaza. Alors, le Hamas profite. Bon, l'Égypte va envoyer une délégation, d'accord, la délégation est là, elle va parler avec les Israéliens, avec les gens de Hamas à Gaza, et retourner au Caire, et puis après, on va voir ce qui se passe. Il y aura peut-être la paix pour quelques semaines, pas plus que ça. Alors, tant que le Hamas sait qu'il peut exploiter et la politique égyptienne et la politique israélienne, il continuera. Alors, quelle est la solution? Je ne sais pas. C'est à notre gouvernement de trouver la solution. Oui. Alors, encore faudrait-il qu'il y ait un gouvernement et que le gouvernement soit réélu. C'est une autre histoire, mais effectivement, il est clair que, et là aussi, je pense que vous êtes d'accord avec le fait que le Hamas profite également de cette situation électorale prolongée en Israël pour essayer de faire avancer ses pions. Absolument. Et aussi l'Égypte. Le fait est que l'Égypte ne veut pas se battre physiquement, frontalement avec le Hamas. Écoutez, on voit ça depuis longtemps. D'ailleurs, vous savez, quel est le principe de la politique égyptienne envers Gaza? Que c'est une affaire israélienne, que eux, l'Égypte, n'ont aucune responsabilité. Il ne faut pas oublier, je vous le rappelle, que lors de la négociation de paix en 1979 avec Sadat, on lui a dit de prendre Gaza. Il a dit non, c'est votre affaire. Venez là. Nous, on n'accepte pas. Les problèmes palestiniens, c'est votre affaire. Et Moubarak a agi de la même façon. Il voulait pas se battre contre les organisations djihadistes qui se sont formées à ce moment-là. Il a dit que c'est votre affaire. On lui a dit, écoutez, Monsieur Moubarak, ils vont se retourner contre vous. Parce que c'est l'islam radical. Il a dit non, c'est votre affaire. Maintenant, puis après, jusqu'à la création de Daesh. Okay. C'est ça le Moyen-Orient, écoutez. C'est ça. Oui, le Moyen-Orient complexe. Merci beaucoup, merci beaucoup Tzvi Mazel de nous avoir éclairé, de nous avoir expliqué ces derniers développements sur le plan diplomatique et même, on va dire, sécuritaire dans la région. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez été ambassadeur d'Israël en Suède et en Égypte. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, shalom. Bonne journée, shalom à tout le monde.